Écoutez, merci beaucoup d'être venu. Le propos que je vais vous proposer concerne l'approche philosophique de la question extraterrestre, c'est-à-dire la réflexion strictement rationnelle qui a pu exister depuis des milliers d'années sur la possibilité qu'il existe des intelligences non humaines, mais néanmoins corporelles. Je reviendrai sur cette précision-là. Et l'enjeu aujourd'hui, l'angle sous lequel je vais tenter de le présenter, c'est un angle, je dirais, du point de vue argumentatif. C'est-à-dire, je vais vous proposer quelques arguments qui me paraissent fondamentaux et récurrents dans l'histoire de la pensée, qui ont été posés en faveur de l'existence d'intelligence extraterrestre, indépendamment, bien sûr, de toute forme d'observation ou de toute forme, à une exception près, cela dit, de connaissances empiriques réelles. Donc, c'est ça l'enjeu de la conférence d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai pu dire dans d'autres conférences que je ne mentionnerai pas spécifiquement aujourd'hui pour pas qu'il y ait de redites au cas où vous auriez vu telle ou telle autre conférence. Je ne parlerai pas de Kant, bien qu'il lui-même ait beaucoup parlé de la question, ni de Fontenelle, mais dans les questions, si ça vous intéresse naturellement, nous pourrons en parler. Alors pour commencer, je vous propose une mise en contexte, c'est-à-dire comprendre pourquoi la question en 2024 a un sens qui n'est pas exactement le même que celui qu'il aurait pu avoir si nous avions été en 2014, par exemple. Donc le but, c'est de vous montrer ce qui se passe aujourd'hui aussi, sans faire de sensationnalisme, mais pour comprendre un certain nombre de bouleversements qui ont lieu dans des sphères institutionnelles sur cette question-là. Alors je vais vous donner quelques exemples, évidemment ils ne sont pas exhaustifs, mais je vais commencer par un astrophysicien américain et israélien qui s'appelle Abraham Loeb, qui est plus connu sous le nom d'Avi Loeb, professeur d'astrophysique à Harvard, qui est membre de l'Académie américaine des sciences, président du Conseil national de physique et d'astronomie, et qui s'est fait connaître, et dans son cadre académique et d'un point de vue médiatique depuis quelques années, par une défense assez acharnée de l'existence d'une vie intelligente extraterrestre. Il a donné de très nombreux entretiens à la presse généraliste sur la question, et il a publié des livres, dont le plus connu est traduit en français, s'intitule « Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre ». Je crois que voilà, ça apparaît sur l'écran. C'est quelqu'un qui a un rôle considérable et qui est à l'origine du projet Galileo, qui est un projet scientifique et académique de quête de la vie intelligente extraterrestre, avec des doctorants qu'ils mettent à contribution pour essayer de prouver, scientifiquement parlant, un tel fait. Deuxième élément, très très récent, Simon Holland, qui, dans la presse britannique, notamment le 10 octobre 2024, a annoncé que la preuve d'une vie intelligente extraterrestre était à présent détenue par un certain nombre de scientifiques, concernant une vie qui serait dans notre galaxie et qu'elle serait annoncée dans très peu de temps. Vous retrouverez dans un certain nombre de journaux britanniques l'interview qu'il a donnée, enfin, les interviews qu'il a données dans lesquelles il donne cela. Autre élément, Nathalie Cabrol a connu une gloire médiatique depuis un an environ. Nathalie Cabrol est astrobiologiste, elle dirige l'Institut Carl Sagan aux États-Unis. Elle a un très grand rôle également dans le SETI, qui est un organisme qui recherche la vie intelligente dans le cosmos. Et elle a publié il y a quelques mois un livre qui a été traduit dans énormément de langues, qui s'intitule « À l'aube de nouveaux horizons », où elle annonce l'imminence de la découverte et de l'officialisation de la vie intelligente extraterrestre. Et elle a reçu un accueil assez triomphal de la presse, en tout cas occidentale. Donc, ce sont là trois exemples parmi énormément d'autres, mais le but c'est de vous montrer qu'aujourd'hui, le fait de parler de l'intelligence extraterrestre n'a pas le même sens qu'il y a 10 ans. On a un retournement, disons, sinon de l'opinion, en tous les cas, de la sphère médiatique. Il y a 15 ans ou 10 ans, elle ricanait par rapport à cela. Elle parlait des prétendus hommes verts, etc. Aujourd'hui, la manière d'en parler est beaucoup plus sérieuse parce que des gens, institutionnellement parlant, sérieux, réputés, engagent leur crédibilité pour parler de ces questions-là. Et à ces éléments-là s'ajoutent des gens du renseignement, comme Christopher Mellon, qui est l'ancien secrétaire adjoint à la Défense aux États-Unis, ancien numéro 4 des renseignements aux États-Unis, qui, lui, travaille de manière très officielle sur la question, d'une part, de ce qu'on appelle les ovnis, et d'autre part,
il défend l'hypothèse extraterrestre pour expliquer les ovnis qu'il considère comme crédibles. Mellon est quelqu'un de très important aujourd'hui dans cette question-là, du point de vue institutionnel. Donc l'ambiance a beaucoup évolué, mais il demeure un certain nombre de choses trappes ou de confusions qui sont faites, et toujours en préambule, j'aimerais rappeler un certain nombre de distinctions qui sont absolument essentielles. La première distinction qu'il faut effectuer, c'est celle entre les ovnis et les extraterrestres. Les deux éléments n'ont pas de rapport particulier l'un avec l'autre. La réflexion sur la question extraterrestre existe depuis qu'il y a de la philosophie, depuis qu'il y a des astronomes, elle existe depuis toujours et elle existe d'un point de vue théorique. C'est une très très vieille question que vous trouvez chez tous les grands auteurs en philosophie notamment. Il y a quelques exceptions à cela, mais globalement c'est une question traitée par tout le monde. Alors que la question concernant ce qu'on appelle les ovnis est beaucoup plus récente et concerne en fait des problèmes d'observation, c'est-à-dire des problèmes empiriques qui se constatent dans l'expérience. Donc la question extraterrestre c'est un problème théorique et spéculatif. La question des ovnis c'est un problème d'observation que des témoins et parfois même des militaires ont pu rencontrer. Ce n'est pas le même problème, même si parfois les deux questions sont malheureusement amalgamées l'une à l'autre. Aujourd'hui, c'est le deuxième point, je ne parlerai pas de la question des ovnis, je parlerai de la question des intelligences extraterrestres telles que la philosophie a pu en parler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle un extraterrestre, c'est simplement une qualification géographique, si l'on peut dire. Ça ne donne pas une nature d'individu, ça donne juste une caractérisation du lieu. On parle d'êtres qui ne sont pas terrestres. Ils sont en dehors de la Terre, ils sont extraterrestres. Donc il faut bien comprendre ça, ça n'est pas une spéculation sur le type d'intelligence forcément différente de la nôtre. Ça donne une réflexion sur un lieu différent du nôtre. Donc il faut bien faire la nuance entre les deux. Et pour une troisième précision, il faut bien comprendre que par extraterrestre, on entend un être intelligent qui est doté d'un corps. Je dis ça parce que parfois, les anges sont considérés d'une certaine manière au sens strict comme extraterrestres, au sens où ils ne sont pas terrestres, mais la théologie chrétienne, pour des raisons complexes, a fini par statuer en faveur de leur absence de corps. Là, nous ne parlerons pas de ce type d'entité, à supposer qu'elles existent, je parlerai des intelligences qui sont portées par un corps matériel. C'est un point assez précis. Et ces intelligences portées par un corps matériel ne sont pas situées sur Terre. C'est de cela dont nous allons parler philosophiquement. Alors, ce qui frappe quand vous regardez l'histoire de la philosophie, quand vous la regardez depuis l'Antiquité grecque jusqu'à aujourd'hui, c'est la grande variété des arguments que vous pouvez trouver en faveur de l'existence d'intelligences extraterrestres, ce qui est assez logique quand on y pense, puisque ne serait-ce qu'en raison de l'apparition du christianisme, le statut du monde lui-même a évolué. Chez les Grecs ou chez les Romains païens, le monde n'est pas créé par un Dieu créateur qui aurait un projet, et encore moins un projet d'amour ou de charité comme le voudrait le christianisme. Donc le statut du monde est très différent selon qu'on raisonne dans une sphère chrétienne ou dans une sphère antique païenne. Et ça a des incidences naturellement sur le type d'argument qu'on peut déployer pour justifier l'existence éventuelle d'une intelligence extraterrestre. Ce que je vous propose, c'est de regarder 4 arguments, il y en a plus, mais j'en ai retenu 4, en partant de celui qui pour nous est le plus évident, le plus familier, et en allant vers des arguments qui sont de moins en moins évidents par rapport à notre façon de voir à nous, individus de 2024. Et donc, le premier moment que je vous propose d'examiner, c'est un argument qui est fondé sur la cosmologie, c'est-à-dire très concrètement sur la nature de l'espace, et plus précisément encore sur la taille de l'univers au sein de l'espace. C'est-à-dire c'est l'argument le plus spontanément visible, plus l'univers est grand, et plus on a tendance à penser qu'il pourrait y avoir un peuplement autre que le nôtre au sein de l'univers. Donc je commence par cela, puisque c'est l'argument le plus évident pour vous. Et je vais partir de quelque chose qui est très connu, qu'est-ce que l'on appelle le paradoxe de Fermi. Et donc c'est un moment très précis. On va se situer à l'été 1950 au laboratoire américain de Los Alamos au Nouveau-Mexique. C'est un laboratoire essentiel dans le cadre du projet Manhattan, par lequel les États-Unis avaient souhaité se doter de l'arme nucléaire. Et c'est un laboratoire également qui était profondément lié, vous le savez peut-être, aux tests
que les États-Unis allaient pratiquer de l'arme nucléaire sur leur propre territoire, puisqu'il n'y a pas eu 2 mais 3 bombes nucléaires que les États-Unis ont larguées, la première étant sur leur propre territoire, à côté de Los Alamos, sous la supervision d'Oppenheimer. Donc les 2 suivantes au Japon n'étaient pas les 2 premières, c'était les 2e et 3e. Et dans le projet donc Manhattan, outre Oppenheimer, figurait Enrico Fermi, qui avait obtenu le prix Nobel de physique en 1938. Fermi est mort en 1954. Alors, je vous situe le contexte pour que vous compreniez exactement les problèmes dont parlaient les physiciens, sans doute, en 1950. La Seconde Guerre mondiale est évidemment terminée, mais évidemment, il y avait eu durant la Seconde Guerre mondiale un certain nombre de phénomènes très étonnants. Je vais vous en citer 2 qui sont les plus célèbres et les plus médiatiques, si l'on peut dire. Premier phénomène qui est très très célèbre, c'est ce qu'on a appelé la bataille de Los Angeles, dans la nuit du 24 février 1942. Los Angeles a été survolé par des lumières, en très grand nombre. La DCA a tiré en pensant que c'était l'aviation japonaise qui attaquait la côte ouest, et malgré des tirs très abondants de la DCA, aucune lumière n'a été atteinte et aucune cible n'a été détruite. Et ça a été extrêmement déroutant. Toujours aujourd'hui, l'explication de cette nuit n'est pas claire. Et c'est ce qu'on a retenu sous le nom de bataille de Los Angeles, et ça a intrigué aussi bien les militaires que beaucoup de physiciens. Deuxième épisode, très célèbre, beaucoup rapporté par les pilotes de l'air de la Navy. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'armée de l'air américaine n'est pas indépendante et dépend totalement de la Navy, donc de la marine. Elle ne s'est autonomisée que plus tard. Donc les pilotes appartiennent à la Navy. Donc les pilotes de la Navy ainsi que les pilotes de la Royal Air Force ont rapporté dans des batailles aériennes la présence de ce que l'on a appelé les Foo Fighters, c'est-à-dire des disques lumineux qui semblaient prendre en chasse des avions, et particulièrement des avions américains. Ils pensaient au début que c'était une arme secrète allemande, puis éventuellement japonaise, et puis finalement aussi bien l'Allemagne que le Japon, une fois qu'on avait connu leurs archives, pensaient que c'était une arme secrète américaine ou anglaise, et donc ça a été inexpliqué. On ne sait pas ce que sont les Foo Fighters. Les scientifiques du projet Manhattan, évidemment, étaient informés de ces phénomènes étranges. Et donc, en 1950, bien après la fin de la guerre, on comprend pourquoi des scientifiques comme Fermi, quand il parlait avec ses collègues, évoquaient parfois les phénomènes en question et évoquaient la possibilité que l'hypothèse extraterrestre explique ces phénomènes étranges. Et c'est là que, donc à la date que je vous ai mentionnée, vers l'été 1950, Fermi aurait proposé une sorte de paradoxe. On n'a pas le texte comme tel, mais on a des propos rapportés de ce qui se serait passé. Et ce paradoxe avait été résumé en une phrase de Fermi, mais où sont-ils donc ? Où sont-ils donc ? Il renverrait aux intelligences extraterrestres. Alors c'est ce qu'on appelle le paradoxe, parce que le paradoxe de Fermi peut être compris de la manière suivante. Je vous donne les 3 étapes qui permettent de comprendre pourquoi c'est paradoxal. Le point de départ de son raisonnement est assez simple. Il raisonne à partir de l'origine de la vie sur la Terre. Il constate que le nombre d'étoiles dans la galaxie est très grand, que les systèmes planétaires dans la galaxie sont stables, ce qui devrait donner une stabilité justement pour que l'évolution de la vie ait lieu dans d'autres lieux que la planète Terre. Or, il remarque que le système solaire est très récent. Le système solaire est très récent par rapport à d'autres systèmes stellaires. Beaucoup d'autres systèmes sont beaucoup plus anciens que le système solaire. Et donc, il en déduit que comme la vie s'est développée dans un système très jeune, le nôtre, le système solaire, la probabilité qu'elle se soit développée dans des systèmes beaucoup plus anciens, en vertu de la stabilité des systèmes, est très élevée. Et donc, il devrait y avoir des civilisations qui se sont développées dans des systèmes plus anciens que le nôtre, et dont on devrait trouver des traces, ou même auxquelles nous devrions avoir affaire. Or, le fait est que, sauf preuve du contraire, nous n'avons pas affaire à des civilisations autres que la nôtre. D'où la question, mais où sont-ils donc ? Ils devraient être là, or nous ne les voyons pas. Où sont-ils donc ? Voilà le paradoxe que Fermi avait énoncé. Alors si on regarde cette formulation du paradoxe, on constate que ça repose d'abord et avant tout sur le constat que l'univers est immense. L'univers est immense,
Dans cette immensité, rien que notre galaxie, nous le savons, contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles, et donc beaucoup plus de planètes qui tournent autour. Qu'au sein de cette immensité, il y a des âges différenciés, et que, par ailleurs, il y a un postulat, c'est que dans des conditions similaires aux nôtres, la vie devrait émerger. Par conséquent, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans la question de l'immensité de l'univers et de comprendre à partir de quand, philosophiquement parlant, on a commencé à se dire que la taille de l'univers devrait rendre envisageable la nécessité d'une intelligence extraterrestre. Et pour ce faire, donc, nous allons regarder assez rapidement un certain nombre d'arguments qui ont été donnés. Alors, pour simplifier beaucoup les choses, là je simplifie et je passe sur des détails qui pourraient être un peu contradictoires avec ce que je vais dire, mais je vais donner des grandes lignes directrices. En simplifiant les choses, en gros, au XVe siècle, en Occident, on a une poussée intellectuelle en faveur d'une idée précise, en faveur de l'idée que l'univers est immense. Et j'emploie volontiers ce terme de immense, dont il faut entendre le sens précis. Immense, littéralement, ça veut dire que c'est au-delà de toute mesure. Immense, ça dépasse la mensura, ça dépasse la mesure possible. Donc ça veut dire que ça n'est pas à mesure humaine. On ne peut pas déterminer la taille exacte de l'univers. Ça ne veut pas dire que c'est infini. Donc immense, on peut l'interpréter de deux manières. Soit on dit simplement ça va au-delà de ce que la mesure humaine peut produire, soit on dit ça va au-delà parce que c'est infini. La deuxième option est plus forte. Et parmi les auteurs qui vont choisir la seconde option, le plus célèbre d'entre eux, c'est un cardinal allemand, fort célèbre, le cardinal de Cuse, Nicolas de Cuse, 1401-1464, qui va publier un certain nombre de traités, dont l'un d'entre eux est resté vraiment dans les grands livres de philosophie, à savoir la Docte Ignorance. La Docte Ignorance est un immense traité de philosophie médiévale, et dans ce traité-là, Nicolas de Cuse défend non seulement l'immensité, mais de surcroît l'infinité de l'univers, au paragraphe 169 que je vous ai mis en projection, et il va en tirer la conséquence suivante, c'est que dans un univers infini, il est nécessaire que la population de cet univers soit elle-même immense. Et il développe cet argument-là dans le paragraphe 170, où il évoque les habitants des autres étoiles. Alors, la restriction de Nicolas de Cuse consiste à dire que, certes, il y a un peuplement immense de l'univers, mais malheureusement, nous ne pouvons pas connaître la nature exacte des êtres qui peuplent l'univers pour des raisons assez techniques et sur lesquelles je ne reviens pas. Voilà un premier jalon, la Docte Ignorance de Nicolas de Cuse, où il défend cet argument-là. Argument qui va se retrouver avec quelques nuances toutefois chez un auteur qui est beaucoup plus connu, mais qui n'a pas eu plus d'influence, qui est Giordano Bruno. Giordano Bruno est connu parce que malheureusement il a été brûlé en 1600, il fait partie des très rares victimes de l'Inquisition en Italie. En Italie, il y a eu très peu de victimes de l'Inquisition, mais malheureusement Bruno en a fait partie. Et Bruno défendait non seulement un univers infini, et de surcroît un peuplement infini. L'univers est infini et il est infiniment peuplé. C'était une thèse évidemment très radicale, c'est pas pour ça qu'il a été brûlé. On verra tout à l'heure pourquoi ça ne choque pas les autorités religieuses de parler ainsi. Mais Bruno, malheureusement, défendant ces thèses-là, n'a pas pu les défendre jusqu'au bout pour les raisons que vous connaissez. Alors maintenant, une fois que tout cela est dit, c'est spéculatif. La question qu'il faut se poser, c'est à partir de quand, d'un point de vue strictement scientifique, on a pu avoir un argument solide, d'une part en faveur de l'immensité de l'univers, et d'autre part en faveur d'un peuplement lui-même immense au sein de cet univers. Et là, il faut aller voir Galilée. Il faut aller voir Galilée, et en particulier un petit livre minuscule, publié en 1610, qui est vraiment, sans aucun doute, son chef-d'œuvre du point de vue de l'observation, c'est Le Messager céleste, qui est connu également sous le nom de Messager des étoiles, ou encore sous le nom de Messager sidéral. C'est un livre qui fait 80 pages environ, mais dans lequel vous avez toutes les grandes découvertes astronomiques de Galilée. Et parmi les découvertes de Galilée, il y en a une qui est particulièrement troublante pour l'époque, c'est celle qui concerne la Voie lactée.
Alors là, je vous explique le contexte pour comprendre pourquoi cet aspect-là va être révolutionnaire. C'est que chez Aristote, dans la pensée d'Aristote, la Voie lactée n'existe pas. La Voie lactée avait été observée depuis l'Antiquité, mais pour des raisons complexes, je crois que j'ai mis le texte, Aristote, dans les météorologiques, avait considéré que la Voie lactée était une illusion d'optique liée à un phénomène atmosphérique. Je vous ai mis les références ici. Et comme pour des raisons complexes, la pensée d'Aristote a servi de référence pour une grande partie du monde médiéval, cette thèse d'Aristote selon laquelle la Voie lactée n'était qu'une illusion d'optique avait eu un très grand succès et on ne lui prêtait donc pas de réalité particulière. Or, les observations de Galilée, consignées dans le Messager des étoiles, prouvent qu'il est nécessaire que la Voie lactée existe, que la Voie lactée ne soit pas une illusion d'optique. Par conséquent, et là il faut comprendre tout de suite ce que ça signifie, si la Voie lactée existe, ça veut dire que l'univers est beaucoup plus grand que prévu. Ça veut dire que l'univers, lorsqu'on a l'impression qu'il y a cette profondeur de la Voie lactée, ne crée pas une illusion d'optique. C'est réellement une profondeur stellaire et c'est réellement une profondeur galactique. Et par conséquent, la taille supposée de l'univers, une fois qu'on admet que la galaxie, que la Voie lactée est une réalité, augmente mécaniquement. Et ça fait voler en éclats cette idée d'Aristote selon laquelle l'univers est un monde clos, de relativement petite taille, et à mesure finalement très humaine. Ça fait complètement voler le schéma classique d'Aristote. Mais, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on dit que l'univers est immense, et au fond Galilée dit que l'univers est immense, on ne dit pas forcément que l'univers est infini. On dit simplement qu'il est largement au-delà de la mesure dont un humain est capable. On ne peut pas le mesurer en tant qu'humain. Alors quand Galilée a dû se prononcer sur la taille de l'univers, est-il infini ou simplement immense? Eh bien, on voit dans les lettres qu'il est extrêmement prudent. Là, je vous ai mis la lettre à Ingoli de 1623. Je vous lis les quelques premières lignes. Quant à moi, lorsque j'en viens à considérer le monde tel qu'il est appréhendé par nos sens, je ne peux absolument pas dire s'il est grand ou s'il est petit. Je dirais certainement qu'il est très grand par rapport au monde des lombriques et autres vers de terre, qui, n'ayant d'autre moyen de le mesurer que le sens du toucher, ne peuvent l'estimer plus grand que l'espace qu'ils occupent. Et je ne trouve pas inacceptable que le monde que nos sens appréhendent, en comparaison de l'univers, puisse être aussi petit que le monde des vers de terre au regard du nôtre. C'est une analogie assez simple à comprendre. Quant à celui que l'intellect peut saisir par-delà l'essence, je ne saurais satisfaire ma raison ou mon esprit que je le conçoive fini ou infini. Et la prudence de Galilée, c'est pourquoi je m'en remets pour cette question au décret des sciences supérieures. Donc il s'en remet à la théologie pour statuer sur cette question-là. Ça lui permet naturellement d'éviter un certain nombre de problèmes. Bien, donc au sens propre, Galilée admet que l'univers est immense, mais néanmoins il n'en déduit pas, il n'en infère pas que l'univers soit infini. Néanmoins, il faut bien voir ça, il a quand même fait exploser l'univers clos et très petit d'Aristote, auquel la science médiévale avait tendance à se référer. Alors, philosophiquement parlant, si on quitte le domaine strictement physique et que l'on va voir la philosophie, on a une lettre très intéressante de Descartes, très célèbre, qui est la lettre qu'il a écrite à l'ambassadeur de France, Chanu, le 6 juin 1947. Et dans cette lettre, on voit Descartes, dont je vous rappelle qu'il était bien sûr philosophe, mais aussi physicien, qui comprend très bien ce qu'il dit à ce moment-là. On voit Descartes envisager d'une part que l'homme n'est pas la seule créature intelligente créée par Dieu, et on le voit d'autre part tirer un certain nombre de conséquences de la cosmologie de Galilée. Et il va le faire en s'appuyant sur l'autorité de quelqu'un dont on a parlé, qui est l'autorité du cardinal Nicolas de Cuse. Et vous allez voir comme c'est habile et comment Descartes va progressivement défendre certaines idées en se mettant sous couvert de ce que Nicolas de Cuse avait lui-même prononcé comme thèse. Donc lettre à Chanu du 6 juin 1947, elle est projetée également. En premier lieu, je me souviens que le cardinal de Cousin et plusieurs autres docteurs ont supposé le monde infini, sans qu'il n'ait jamais été repris de l'Église pour ce sujet. Au contraire,
On croit que c'est honorer Dieu que de faire concevoir ses œuvres fort grandes. On reviendra sur cet argument quand on abordera l'argument théologique. Et mon opinion est moins difficile à recevoir que la leur. Donc la leur, c'est celle de Cuse et de ceux qui pensent comme lui. Parce que je ne dis pas que le monde soit infini, mais indéfini seulement. En quoi il y a une différence assez remarquable, car pour dire qu'une chose est infinie, on doit avoir quelques raisons qui la fassent connaître telle, ce qu'on ne peut avoir que de Dieu seul. Mais pour dire qu'elle est indéfinie, il suffit de n'avoir point de raison par laquelle on puisse prouver qu'elle est des bornes. Donc là, vous avez une distinction extrêmement célèbre de Descartes entre infini et indéfini. Infini, c'est une affirmation positive, et Descartes la réserve au sujet de Dieu seulement. Seul Dieu est un être dont on peut positivement prouver qu'il est infini. En revanche, l'univers, la seule chose qu'on puisse en dire, c'est qu'on ne peut pas en connaître les bornes. C'est donc une négation concernant ce que l'on connaît. Je ne peux pas déterminer les bornes de l'univers. Donc je ne sais pas où il s'arrête. Il est donc par rapport à ma connaissance indéfini. Indéfini. Dieu est infini, l'univers est indéfini. Donc au fond, Descartes requalifie le caractère immense de l'univers. Il est immense et Descartes l'appelle indéfini. Je ne connais pas les bornes par lesquelles l'univers peut être délimité. Donc ça, c'est une réflexion sur les bornes de l'univers telles qu'on ne peut pas les connaître. Qu'est-ce qu'il va en inférer? Il va inférer de cela, de manière très explicite dans la même lettre, que dans un univers indéfini, donc immense, eh bien, la probabilité qu'il y ait un peuplement intelligent non humain, ou en tout cas extraterrestre, est immense. Alors, il n'emploie pas le terme de probabilité qui n'existe pas à l'époque, mais l'idée est néanmoins présente. Voici ce qu'il écrit, toujours dans la même lettre. Et les astronomes qui, en mesurant la grandeur des étoiles, les trouvent beaucoup plus grandes que la Terre, la confirment aussi. Car si de l'étendue indéfinie du monde, on infère qu'il doit y avoir des habitants ailleurs qu'en la Terre, on le peut inférer aussi de l'étendue que tous les astronomes lui attribuent, à cause qu'il n'y en a aucun qui ne juge que la Terre est plus petite au regard de tout le ciel que n'est un grain de sable au regard d'une montagne. Donc l'analogie est très parlante. La Terre par rapport à l'univers est plus petite que ne l'est un grain de sable par rapport à une montagne. C'est cela l'immensité de l'univers, et de cette immensité se laisse inférer l'immense probabilité que l'univers soit peuplé par d'autres intelligences que la nôtre. Je passe maintenant à votre question, etc., etc. Bien. Alors, là, vous avez opéré par Descartes le saut que Galilée se refusait à opérer. C'est-à-dire, à partir d'une réflexion sur l'immensité, sur l'indéfinité de l'univers, il est absolument possible d'en juger, d'en déduire que la probabilité d'un peuplement autre que le nôtre est très élevée. Sauf que, et ça va m'amener au deuxième argument, à l'époque de Descartes, tous les philosophes ou tous les scientifiques ne considèrent pas spécialement que l'univers est immense. C'est-à-dire, la position de Galilée ou Descartes n'est pas forcément la position de tous les grands scientifiques ou de tous les grands astronomes de l'époque. Et il y en a un qui est fort célèbre, qui est contemporain, et qui ne partage pas cette idée d'une immensité de l'univers, c'est Johannes Kepler. Kepler qui est très connu pour avoir déterminé notamment la forme des orbites elliptiques. Et Kepler, pour vous rappeler les dates, c'est 1571-1630. Alors Kepler, pour nous, est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui ne pense pas que l'univers soit immense, mais c'est quelqu'un, en revanche, qui pense que l'univers est habité. C'est quelqu'un qui pense que la Lune est habitée et qui va défendre, et c'est pas n'importe qui Kepler, c'est vraiment quelqu'un à l'égal de Galilée, et qui va défendre un peuplement sur d'autres bases que la taille de l'univers, sur d'autres bases que ce que l'on appelle la cosmologie. Et cet argument-là, ce deuxième argument que je vous propose, c'est ce qu'on appelle un argument analogique. Donc c'est un deuxième type d'argument, et que l'on va essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que le raisonnement analogique que l'on va ici développer? En gros, ça repose sur le deuxième élément que Galilée avait établi dans le Messager des étoiles. C'est que l'une des grandes découvertes de Galilée, c'est qu'il existe des planètes avec des satellites. À l'époque, on aurait dit des lunes. Il n'y a pas que la Terre qui a sa lune. Il y a d'autres planètes qui ont des lunes, et Galilée a découvert un certain nombre de lunes de Jupiter. Problème, ou plutôt raisonnement analogique.
L'idée qui va très très vite germer, c'est qu'au fond, s'il y a des planètes qui ont un fonctionnement avec des satellites, eh bien, analogiquement parlant, il est probable que sur ces planètes-là se développe le même type de phénomène que sur Terre. Autrement dit, que se développe la vie, tout simplement. Que la vie, à partir du moment où elle se développe sur une planète avec un satellite comme la nôtre, eh bien, peut se retrouver sur d'autres planètes dès lors qu'elles ont des satellites et des caractéristiques communes. Et donc, à partir du moment où Galilée publie le Messager des étoiles, indépendamment de la taille de l'univers, mais en raison de la communauté de structures avec les satellites, très vite, des discussions vont être entamées pour savoir si la vie intelligente existe sur chaque planète où il y a des satellites. Et là, vous avez une lettre assez célèbre de Galilée, la lettre à Welser du 1er décembre 1612, où Galilée a une phrase extraordinairement ambiguë. Je la lis. « Je m'accorde avec appel pour regarder comme fausse et condamnable la vue de ceux qui mettent des habitants sur Jupiter, Vénus, Saturne et la Lune. » Il précise « entendant par habitants des animaux comme les nôtres et des hommes comme nous. » Et vous voyez que la phrase est ambiguë parce que la fausseté, sur quoi porte-t-elle? Est-ce qu'elle porte sur le fait qu'il y ait des habitants ou est-ce qu'elle porte sur le fait que les habitants soient comme nous? Et rien dans la lettre en entier ne permet de trancher. Et vous avez là, j'ai fait exprès de prendre cet extrait-là, un exemple typique de l'immense prudence de Galilée sur tout. Quand vous lisez la correspondance de Galilée, il est remarquablement prudent avec des formules qu'on peut interpréter toujours dans deux sens différents. Et vous en avez là une exemplification tout à fait remarquable. Alors, ce qui est certain, c'est que quand on lit l'ensemble des écrits de Galilée, il est évident qu'au fur et à mesure que le temps avance, il finit progressivement par considérer comme Descartes qu'il est très probable qu'il y ait un peuplement autre qu'humain ailleurs. Mais, ce qu'il a catégoriquement toujours refusé, c'est que les peuples autres que les nôtres, sur d'autres planètes, nous soient comparables ou nous soient similaires. Il a toujours refusé l'idée que nous soyons, disons, analogues ou similaires à ces autres peuples. Pourquoi? Et là, j'entre dans le cœur du problème de l'analogie. Au fond, quand vous êtes au XVIIe siècle, la question de l'analogie est intimement liée à la question, pour aller très vite, de l'hermétisme, ou pour employer un terme plus familier, de l'astrologie. Il y a une myriade d'astrologues au XVIIe siècle, et l'astrologie, si vous prenez non pas les prédictions absurdes qu'elle propose, mais en revanche son fondement intellectuel. Le fondement intellectuel de l'astrologie, c'est l'idée que l'univers repose sur des connexions et des correspondances. C'est-à-dire que si vous trouvez une structure d'un certain type à tel endroit, eh bien doit lui correspondre une autre structure similaire à un autre endroit, structures qui sont liées. C'est ce qu'on appelle des correspondances. L'univers est pétri de correspondances, c'est une sorte de réseau en correspondance. Et c'est le fondement intellectuel parce qu'évidemment, l'astrologie nous dit au fond, si vous avez un phénomène céleste, son effet se répercute sur Terre en raison de la connexion et des correspondances. Dans l'esprit de l'astrologie n'est pas de la magie. Dans l'esprit de l'astrologie est la conséquence logique des correspondances et des connexions entre les éléments de l'univers. Et donc, l'astrologie développe une thèse qui est volontiers, je dirais, fondée sur l'analogie. Or, Galilée, alors là-dessus, il n'y a aucun doute, Galilée est extrêmement hostile à toute forme de raisonnement hermétique. Galilée, dans toute son œuvre, dans tout ce que l'on connaît de lui, est anti-hermétiste. Il déteste cela, alors que Kepler, lui, est volontiers hermétiste. Il y a eu un livre très célèbre de Gérard Simon sur le côté astrologue et magicien de Kepler. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes caractères, et ils n'ont pas du tout le même rapport à ces questions-là. Donc Galilée ne veut pas entendre parler de correspondance, il ne veut pas entendre parler de connexion entre des éléments, et donc il refuse, s'il y a des habitants autres que nous dans l'univers, qu'ils nous correspondent. Il refuse l'idée d'une correspondance entre eux et nous. Et par conséquent, pour bien comprendre ça, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir le contraire de Galilée, c'est-à-dire d'aller voir Kepler, d'aller voir quelqu'un qui non seulement est hermétiste, croit en l'astrologie,
croit intellectuellement, je dirais, dans l'astrologie, et de surcroît, croit au raisonnement analogique et aux correspondances. Et donc, l'occasion est donnée d'aller voir précisément comment Kepler a raisonné à partir de sa pensée propre et à partir également d'une discussion avec Galilée. Alors, premier point à bien comprendre, c'est que Kepler connaît sur le bout des doigts les écrits de Galilée. Dès que le messager céleste est sorti en 1610, Kepler l'a lu, il l'a discuté, et il publie aussitôt après, l'année suivante, la conversation avec le messager céleste, qui est une réponse directe au texte de Galilée. Et, regardez ce qu'il écrit dans ce livre, c'est traduit aux belles lettres. Les 4 petites lunes existent pour Jupiter, non pour nous. Ce sont des satellites de Jupiter, ce ne sont pas nos satellites évidemment. Chaque planète en rotation, ensemble avec ses occupants, est servie par ses propres satellites. De cette ligne de raisonnement, donc qui est un raisonnement strictement analogique, nous déduisons avec le plus haut degré de probabilité que Jupiter est habité. Première manière pour Kepler de raisonner analogiquement. Soit dit en passant, c'est Kepler qui utilise pour la première fois dans l'histoire astronomique la notion de satellite. Puisqu'un satellite, ça veut dire littéralement en latin un garde du corps. Donc le satellite, c'est l'espèce de garde du corps de la planète qui orbite autour de la planète en question. Deuxième chose que Kepler va proposer, et c'est toujours dans la conversation avec le messager céleste, c'est une hypothèse explicative du lieu précis sur les planètes en question où peuvent habiter les prétendus habitants. Et voici ce qu'il dit, parce qu'évidemment, les conditions que l'on connaissait déjà à l'époque, quoique de manière très imparfaite, montraient que la vie aurait beaucoup de mal à se développer là-bas. Et il dit, les habitants, se cachent à l'intérieur des monticules qu'ils ont creusés pour se protéger du soleil, et ils suivent l'ombre en tournant selon le mouvement du soleil. Ils ont en quelque sorte une cité souterraine. Alors c'est une thèse que, en fait, Kepler avait développée par lui-même, indépendamment du messager des étoiles, donc dès 1608, et qu'il avait développée dans une fiction très très célèbre, qui n'avait pas prétention scientifique, mais qui imaginait quand même scientifiquement, sous une forme de fiction, ce que pourraient être des habitants d'une planète comme Jupiter. Et il a développé cela dans un petit livre qui s'appelle Le Songe ou Astronomie lunaire. Donc c'est vraiment un roman fictionnel comme c'était très à la mode au début du XVIIe siècle. Et il imagine, encore une fois il n'a pas la prétention de décrire ce qu'il a vu, il imagine ceci, les habitants de Privolva, donc il imagine même le nom des villes, n'ont aucune demeure fixe, aucune habitation permanente, ils parcourent en groupe tout le globe en une de leurs journées. Les uns à pied, car leurs pattes sont bien plus grandes que celles de nos chameaux, les autres en volant, les autres sur des embarcations, suivent les eaux qui s'enfuient. S'il est nécessaire de s'arrêter quelques jours, ils se faufilent dans des grottes que chacun choisit selon son espèce. Donc ça, c'est une fiction écrite en 1608 et publiée en 1609. Bon, donc voilà les deux éléments dont on dispose, je dirais, si on prend l'ensemble en 1611, lorsqu'il publie la réponse au messager des étoiles. Les choses auraient pu en rester là, mais, en fait, c'est l'un des éléments qu'on a découvert avec mon collègue en travaillant sur le livre. Dans la correspondance de Kepler, il y a une lettre très largement postérieure, qui est très troublante, et qui montre qu'au fond, avec le temps, il s'est persuadé que non seulement il y avait des habitants ailleurs, mais que de surcroît, ils étaient observables et qu'il en avait observé. Et c'est la lettre à Bernéguer du 4 décembre 1623. Donc là, on est 12 ans après la réponse au messager céleste. Je dois ajouter à cela qu'il m'est récemment apparu, en regardant la Lune au télescope, une chose merveilleuse et remarquable. Des villes encerclées de murs, comme on peut le voir par le dessin des ombres. Qu'ajouter de plus? Campanella a écrit une cité du soleil, ne pourrais-je pas écrire une cité de la Lune? Ne serait-il pas remarquable de décrire les mœurs des cyclopes de notre temps, tout en restant prudent, en quittant la Terre pour se rendre sur la Lune? Et vous avez ainsi dans cette lettre-là, en fait, un certain nombre de précisions qui sont liées à ce que Kepler pense avoir observé des villes et des habitants et des mœurs sur la Lune. Bien sûr, avec le temps, on a tenté d'expliquer les croyances de Kepler, en montrant qu'il s'était trompé dans ses inférences d'observation.
Mais néanmoins, voilà une croyance de Kepler particulièrement troublante. Donc là, ce que je viens de vous présenter, c'est le deuxième argument fondamental, argument analogique qui n'a rien à voir avec la taille de l'univers. Et en même temps, il faut se rappeler un point, c'est que tous ces auteurs-là dont nous parlons, Galilée, Kepler, Descartes, écrivent à une époque, bien sûr, où l'Église a un magistère intellectuel, un magistère théologique autant que scientifique, et par conséquent, il faut se demander comment ça se fait qu'ils peuvent écrire tout cela sans avoir de problème. Galilée n'a jamais eu de problème pour avoir écrit ça. Kepler n'a jamais eu de problème pour avoir écrit ce qu'il a écrit. Descartes n'a pas eu de problème pour ses écrits sur le caractère immense de l'univers, indéfini, ni pour les hypothèses qu'il a pu émettre sur la population de l'univers. Donc il faut comprendre ce que veut dire écrire, notamment au début du XVIIe siècle, et donc il faut aller voir la théologie. Il faut aller voir très brièvement ce que l'Église accepte ou n'accepte pas en la matière. Et pour comprendre ça, donc ça nous donnera la troisième série d'arguments, des arguments théologiques. Il faut comprendre un certain nombre de choses que je vais mentionner trop rapidement malheureusement, mais qui vont un peu à l'encontre de ce que l'on peut croire en la matière. Première chose à bien comprendre, c'est que l'Église catholique, au XVIIe siècle, n'est pas du tout monolithique. C'est-à-dire, on imagine qu'en raison de l'existence d'une hiérarchie, d'un pape, etc., tout est unifié et que tout sans cesse obéit à une espèce d'élément vertical qui partirait de la décision papale. Dans les faits, ça ne se passe pas ainsi. Je vous rappelle un point très célèbre. Je vous rappelle que, par exemple, le roi de France pouvait parfaitement convoquer des conciles d'évêques, indépendamment de la volonté du pape et même contre la volonté du pape, et que même, c'est un cas paroxystique, mais quelqu'un comme Philippe le Bel, c'est un cas encore une fois extrême, mais peu importe, a pu aller jusqu'à condamner le pape. Il a fait condamner le pape en 1302 au concile de Bâle. Il ne faut jamais oublier ça. Deuxième chose, il ne faut pas oublier que dans un certain nombre de pays, en particulier en France, le roi peut nommer les évêques. Et que donc, en réalité, les évêques sont plus dépendants du roi du pays dans lequel ils se trouvent que du pape. Rappelez-vous le concile de Bologne en 1516. C'est le roi qui s'octroie le droit de nommer les évêques. Ça ne dépend pas du pape. Autre élément, et c'est surtout celui-ci qui va nous intéresser, en matière doctrinale. En matière doctrinale, les évêques ont des initiatives indépendantes des décisions du pape. Et ça, cela dure depuis le monde médiéval. C'est-à-dire, toute doctrine n'est pas nécessairement d'origine papale. Il y a des initiatives locales d'évêques, qui de surcroît, comme je viens de vous le dire, peuvent dépendre d'une nomination par le roi. Et ce qui va nous intéresser, justement, c'est de comprendre, notamment en France, quelle a été une décision très célèbre d'un évêque au XIIIe siècle qui va avoir une incidence considérable sur ce dont nous parlons. Pour comprendre ça, il faut comprendre une chose que le christianisme a élaborée d'un point de vue théologique. Et il faut comprendre que... alors, c'est le seul point un tout petit peu difficile de l'intervention. Il faut comprendre que la pensée grecque, quand elle pense la notion de perfection, quand elle emploie la notion de perfection, elle a en tête la notion d'achèvement. Elle a en tête la notion de complétude. Elle a en tête la notion, si vous voulez, d'une espèce d'être fini qui s'est complètement accompli. Pour le dire simplement, la notion grecque de perfection est incompatible avec l'infini. La notion grecque de perfection suppose qu'on ait affaire à un être fini qui a pu accomplir tout ce qu'il avait à accomplir. Et l'une des innovations chrétiennes les plus troublantes, je ne rentrerai pas dans le détail de cette élaboration-là, mais ça a quand même pris 5 à 6 siècles, c'est de faire basculer Dieu dans le domaine de l'infini, tout en considérant que c'était un être parfait. C'est-à-dire le christianisme a eu ceci de très étonnant, qu'il a combiné en Dieu un sens de la perfection et un sens de l'infini, ce qui pour un grec était incompatible. Ce qui est infini, c'est ce qu'on n'a pas réussi à accomplir, c'est ce qui n'arrive pas à trouver d'aboutissement. Le christianisme a opéré la synthèse entre ces deux notions-là. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que le christianisme en a déduit que la puissance de Dieu était infinie. La puissance de Dieu n'est pas liée à un accomplissement fini, mais elle est elle-même infinie. Et ça, c'est une révolution absolument extraordinaire. Je vous rappelle que dans la Torah, si vous lisez la Torah, il est évident que Yahvé n'est clairement pas doté d'une puissance infinie.
il avait subi des revers militaires, il avait subi un certain nombre de contrariétés qui montrent que sa puissance est profondément limitée. L'idée d'une puissance infinie est complètement étrangère à la Torah. Avoir réussi à élaborer cela dans le cadre chrétien est une révolution dont il faut vraiment mesurer l'importance. Alors pourquoi j'évoque cela? Pourquoi j'évoque cette révolution-là? Parce que ça a des conséquences sur le sujet qui nous préoccupe. La première conséquence, et maintenant on va comprendre la prudence cartésienne, c'est que si Dieu est infini, l'univers ne peut pas être infini. Parce que sinon, Dieu et l'univers se feraient concurrence, et une marque distinctive de Dieu serait également une caractéristique de l'univers. Donc si Dieu est infini, beaucoup d'auteurs vont dire que l'univers ne peut pas être infini. Seul Dieu peut être infini. Ça, c'est un premier point. Et Descartes, toujours prudent et toujours malin, dit, bah oui, l'univers n'est pas infini. Seul Dieu est infini. L'univers est indéfini. Nous n'en connaissons pas les bornes. Donc ça a tendance à fermer l'infinité cosmique. Deuxième conséquence de cela, c'est qu'un Dieu qui a une puissance infinie, s'il est créateur, il dispose d'une puissance de création infinie. C'est-à-dire, un Dieu dont la puissance est infinie n'a pas de raison de limiter sa puissance créatrice à une seule forme d'intelligence corporelle. Un Dieu qui est réellement infiniment puissant peut créer infiniment d'intelligences différentes corporelles. Donc là, le signe de la puissance infinie de Dieu, ce serait un peuplement infini de l'univers créé par Dieu. Résultat des courses, dans ce débat dont je vous donne les grandes lignes, en 1277, qui est une date extraordinairement importante en philosophie et en théologie, l'évêque de Paris, Étienne Tempier, qui est quelqu'un de très très important pour la plupart des débats qui nous intéressent, va publier une liste de condamnations de thèses qui sont soutenues à l'université et particulièrement à la Sorbonne. Et concrètement, pour aller très vite, Tempier attaque d'une manière très virulente le fait que la Sorbonne commence à adhérer à la pensée d'Aristote. Tempier est un anti-aristotélicien. Tempier est un anti-Aristote de première, et il reprend toutes les thèses qui commencent à être très en vogue à la Sorbonne, et il les réfute une par une en les condamnant, en considérant que ce sont des erreurs doctrinales. Et si vous vous rappelez ce que j'ai mentionné tout à l'heure, dans la pensée d'Aristote, l'univers est petit, l'univers est clos, et il se trouve que quand on raisonne ainsi, on a de très grandes chances d'arriver à l'idée qu'il n'y a pas d'autres intelligences dans l'univers que la nôtre. Bon. Eh bien, quand on est anti-aristotélicien comme les Tempiers, l'idée selon laquelle il n'y aurait qu'une seule forme d'intelligence corporelle dans l'univers va être condamnée. Va apparaître comme une très grave erreur doctrinale. Pourquoi? Pour une raison évidente, c'est que c'est une manière de nier la puissance infinie de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cet être infini qui n'aurait créé qu'un seul être intelligent? Enfin, corporel. C'est nier la puissance infinie de Dieu. Voilà donc la condamnation 34, c'est la 34e thèse condamnée. La première cause, donc c'est Dieu, ne pourrait pas produire plusieurs mondes. Donc ça, c'est pas la thèse que défend Tempier, c'est la thèse qu'il condamne. La première cause ne pourrait pas produire plusieurs mondes, c'est-à-dire plusieurs lieux de peuplement. Un monde, dans le vocabulaire de l'époque, ça veut dire un lieu cosmique peuplé. Donc il condamne cette thèse-là, et vu l'autorité d'Étienne Tempier, qui est immense, Étienne Tempier est une autorité intellectuelle bien sûr à Paris, mais en fait sa renommée est européenne. Vu son autorité, eh bien tous les auteurs qui souhaitent défendre l'idée que l'univers est peuplé d'autres créatures que les nôtres, que nous, eh bien tous les auteurs le peuvent sans aucun problème. Vous voyez? Et ça, c'est très important de le comprendre. Ça ne dépend pas de l'autorité papale. Ce n'est pas un problème de décision papale ou de doctrine papale, c'est un problème de décision locale à Paris, mais qui a des incidences fondamentales pour la pensée européenne. Donc cette condamnation de 1277 est absolument cruciale. Alors Descartes, je ne vous ai pas mis la totalité de la lettre à Chanu, mais Descartes connaît très bien l'argument de Tempier. Et dans la fameuse lettre à Chanu que j'ai mentionnée tout à l'heure, Descartes dira à ceux qui ne veulent pas du peuplement nombreux
dans l'univers, il dira « Vous n'allez quand même pas remettre en cause la puissance infinie de Dieu ». Vous voyez, il va toujours utiliser cette ironie qui lui est propre et qui va se combiner avec l'argument cosmologique. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au XVIIe siècle, vous avez une situation idéale parce que deux types d'arguments vont se combiner. D'une part, l'argument théologique, Dieu est infiniment puissant, donc sa création est immense, voire infinie, en tout cas indéfinie, et donc elle est indéfiniment peuplée. Et comme ça se conjugue avec l'argument cosmologique. La puissance de Dieu rencontre la taille de l'univers et donc la possibilité d'un peuplement lui-même immense. Au XVIIe, les deux vont se rencontrer. Alors ça, donc c'était le troisième argument, parmi les plus célèbres, et j'aimerais vous en présenter un quatrième qui est beaucoup moins fréquent, mais qui a un mérite immense, c'est d'avoir été repris au XXe siècle par quelqu'un dont j'aimerais un petit peu parler. Donc quatrième argument, il n'est pas lié à la taille de l'univers, il n'est pas lié à l'analogie, il n'est pas directement lié à la puissance divine, c'est l'argument qu'on peut appeler continuiste. C'est un argument qu'on peut qualifier de continuiste, et qu'on peut résumer très simplement par une formule très célèbre qui consiste à dire « la nature ne fait pas de saut ». La nature ne fait pas de saut. Or, si on pense à cet argument dans un cadre toujours chrétien, en imaginant qu'il y ait des anges, là je ne parle pas d'extraterrestres, je parle d'anges. Compte tenu de la pensée que l'on a au sujet des anges, et compte tenu de ce que l'on sait des humains, apparaît un problème justement de saut, S-A-U-T. C'est-à-dire que la différence d'intelligence entre un simple humain et un ange, même un ange, si j'ose dire, en bas de l'échelle, est immense. Un ange, même en bas de l'échelle, est infiniment supérieur à un humain. Et donc, si on admet le principe selon lequel la nature ne fait pas de saut, eh bien, il faut impérativement qu'entre les hommes et les anges viennent s'insérer une myriade d'êtres intelligents dotés d'un corps, donc qui ne soient pas des anges. Qui ne soient pas des anges. Il faut qu'ils aient un corps, mais qu'ils soient beaucoup plus intelligents que nous, et qu'ils aient un corps beaucoup moins corrompu que le nôtre. Donc beaucoup moins altérable, beaucoup moins soumis à l'altération, à la maladie, etc. Et le grand porteur de cette thèse-là, au XVIIe siècle, c'est Leibniz. Leibniz va défendre l'idée selon laquelle il y a des êtres intermédiaires entre les humains et les anges, en vertu du principe de continuité. Il va les appeler des génies. Alors, pas génie au sens qu'on entend, mais le génie, c'est l'être intermédiaire entre les anges et les humains. Je vous lis un extrait des nouveaux essais sur l'entendement humain. Alors, il n'a pas été publié en 1704, il a été écrit en 1704, mais comme c'était une réponse à un livre de Locke, Locke est mort en 1704, et Leibniz, par élégance, a considéré qu'il ne fallait pas répondre ou réfuter un auteur qui venait de mourir. Donc il n'a pas publié ce livre, et le livre a été publié bien après la mort de Leibniz. Alors voici ce que dit Leibniz. La loi de continuité porte que la nature ne laisse point de vide dans l'ordre qu'elle suit. Mais toute forme ou espèce n'est pas de tout ordre. Quant aux esprits ou génies, comme je tiens que toutes les intelligences créées ont des corps organisés, dont la perfection répond à celle de l'intelligence ou de l'esprit qui est dans ce corps en vertu de l'harmonie préétablie, je tiens que pour concevoir quelque chose des perfections des esprits au-dessus de nous, il servira beaucoup de se figurer des perfections, encore dans les organes du corps, qui passent celles d'une autre. Bon. En d'autres termes, l'intelligence supérieure de ces génies appelle un corps supérieur au nôtre. Il y a une correspondance qui fonctionne de manière harmonieuse entre l'état de l'intelligence et l'état du corps. Alors pourquoi est-ce que cet argument me paraît important? Parce que c'est un argument qui a été médiatiquement beaucoup employé par un Italien assez célèbre, en tout cas en Italie, qui était le cardinal Corrado Balducci. Très 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 célèbre cardinal italien qui a bénéficié d'une grande couverture médiatique dans les années 2000. C'était un démonologue du Vatican. C'était l'un des grands spécialistes des démons au Vatican. Il a écrit, je crois qu'en français d'ailleurs, il y a un de ses livres qui est traduit sur le rôle des démons dans le rock, dans mon souvenir. Il est mort en 2008. Mais ce qui est intéressant dans le propos de Balducci, c'est que dans de nombreuses interventions médiatiques, il a eu le mérite d'employer l'argument continuiste. C'est-à-dire lui défendait médiatiquement l'existence d'entités intelligentes extraterrestres, et il défendait cela sur la base de la continuité de la nature.
Dieu a créé la nature dans une continuité parfaite. Il reprenait cet argument-là. Et par conséquent, il est nécessaire d'admettre, quand on est chrétien, l'absence de rupture au sein de la création. La création ne fonctionne pas de manière discontinue. Tout est continu, parce que Dieu fonctionne de manière ainsi, de manière continue. Et donc cet argument-là est une sorte d'actualisation au XXe siècle du continuisme dont Leibniz avait été le héros. Alors voilà 4 grands arguments, il y en a d'autres, si vous voulez, dans les questions, nous pourrons les évoquer, que je voulais vous présenter. Et je voudrais maintenant, en conclusion, outre la reprise de cela, vous montrer pourquoi, malgré ce que je viens de vous présenter, à mon avis, il faut rester extrêmement prudent dans cette affaire-là. Alors globalement, je récapitule très brièvement, si on regarde bien les arguments que j'ai mentionnés, le premier est cosmologique, il est fondé sur la taille de l'univers, et de la taille de l'univers on infère un peuplement immense. Le second est analogique, on suppose qu'il y a des correspondances de structure dont on peut inférer des correspondances de contenu. Par exemple, à une planète qui aurait des satellites qui seraient habités comme la nôtre, correspondent d'autres planètes avec des satellites qui donc devraient être habités. Donc de la structure, on peut inférer le contenu. Troisième argument, c'est l'argument théologique. Si on croit qu'il y a un Dieu créateur et que ce Dieu créateur est infiniment puissant, l'infinité de sa puissance implique que sa création contienne une infinité d'êtres différents, corporels et intelligents. Quatrième argument, c'est l'argument continuiste. Il devrait y avoir une sorte de création continuiste, sans saut, sans rupture, qui semble dire qu'entre les anges et nous, il y a d'autres types d'êtres que nous n'avons pas encore rencontrés. Alors malgré cela, pour contrebalancer ce que j'ai dit, il faudrait, à mon avis, rester prudent, parce que je crois qu'on assiste aujourd'hui à quelque chose qui n'est pas très clair du point de vue strictement logique. Et notamment dans les écrits des astrobiologistes, qui, à titre personnel, mais ça n'engage que moi bien sûr, me laissent très sceptique. Le problème de l'astrobiologie, si on examine exactement ce que disent ces auteurs, c'est qu'en fait ils passent d'un domaine à l'autre sans jamais se demander ce qui autorise un tel passage. Je m'explique. Globalement, leur argument de départ est un argument de nature strictement physique. Ils partent d'un argument qui concerne la taille de l'univers, qui est un problème d'astronomie physique. Et ils en tirent une conséquence de nature biologique. Ils en tirent une conséquence sur un type de vie qui serait une vie non terrestre et qui serait une vie intelligente. Et ce passage n'est pas très clair. Et je voudrais vous montrer pourquoi, par exemple chez Descartes, on pourrait avoir l'impression que le passage est déjà effectué, alors que Descartes ne fait pas du tout ce passage-là, et c'est là qu'on voit que Descartes est un très grand penseur. Et c'est le point sur lequel je vais conclure. Il y a un point chez Descartes qui est parfois un peu mal compris, c'est la conception que Descartes a de la vie. Et c'est vraiment un point, à mon avis, fondamental, parce que ça engage des problèmes actuellement, en biologie et en médecine, qui sont fondamentaux. Descartes, je vous l'ai dit, c'est un physicien, c'est aussi un médecin. Il écrit à plusieurs reprises que sa philosophie a pour but d'établir de nouveaux principes médicaux et de mieux guérir les humains. Mais Descartes est un penseur qui ne croit pas dans le concept de vie. Descartes est quelqu'un qui considère que le concept de vie fait partie de ces mauvaises pensées, de ces mauvais concepts, qui égarent beaucoup plus qu'ils n'éclairent. Pourquoi ? Parce que, en tant que physicien, son but, c'est d'établir les lois de la matière. C'est d'établir les lois universelles de la matière, qui sont les mêmes pour n'importe quelle entité matérielle. Or, tout le monde admet qu'un être qu'on qualifie, nous, de vivant, c'est forcément un être matériel. Donc Descartes fait un raisonnement simple, à savoir que si c'est un être matériel, eh bien comme n'importe quel être matériel, il obéit aux lois de la matière. En clair, pour le dire simplement, en termes contemporains, il obéit aux lois de la physique. C'est pour ça que Descartes est mécaniste. Mécaniste jusque dans le domaine du vivant. Les êtres dits vivants sont d'abord et avant tout des êtres matériels qui s'expliquent par les lois fondamentales de la matière. Donc en fait, ce que Descartes a compris, et ce qu'il a essayé de montrer, et ce qui est très souvent mal compris aujourd'hui, c'est que si la biologie a vraiment un sens, ça veut dire qu'il y a une zone de non-droit pour la physique au cœur de la matière. Il y a une zone de non-droit pour la physique au cœur de la matière. Il y a des êtres matériels
dont les lois fondamentales de la matière n'expliquent pas le comportement. Et c'est très étrange. En fait, ça suppose une croyance dingue. Ça suppose qu'au cœur de la matière, il y aurait un type de matière qui ne s'expliquerait pas par les lois de la matière. C'est ça la croyance dans la biologie que Descartes critique. Il n'emploie pas le mot de biologie, le mot n'existe pas à l'époque, mais c'est l'idée qu'il critique. Par conséquent, pourquoi chez lui ça ne pose aucun problème d'inférer de l'immensité de l'univers un grand peuplement d'univers? Ça ne pose aucun problème parce qu'il n'y a pas de biologie chez Descartes. Il n'y a que de la matière et il n'y a que de la science de la matière. Il n'y a que de la physique en clair. Il n'y a que de la physique mécaniste. Il n'y a pas de principe de vie qui serait autonome ou qui serait autre que les lois de la matière. Donc vous pouvez parfaitement passer d'un argument sur la taille de l'univers à la présence d'êtres qui peuplent l'univers, puisqu'on n'a pas besoin de passer au domaine de la vie chez Descartes. Or, le problème est que, bien sûr, chez les astrobiologistes contemporains, il y a la croyance dans le concept de vie. Il y a même la croyance dans l'idée de biologie, donc d'une science spécifique de la matière qui ne serait pas fondée sur les lois de la matière. Et comment s'effectue un tel passage? Qu'est-ce qui justifie cela? C'est un problème énorme d'un point de vue intellectuel. Deuxième difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Deuxième difficulté, nous ne savons pas... Allô? Tu m'avais promis une animation terrible. Deuxième difficulté, nous ne connaissons pas la définition de la vie. Aujourd'hui, il faut bien faire le distinguo, on a une caractérisation de ce que l'on appelle les êtres vivants. C'est-à-dire, on observe des êtres vivants, on observe leur environnement et on peut décrire et caractériser les propriétés des êtres vivants. Mais ce n'est pas parce qu'on sait décrire les propriétés des êtres vivants que nous avons une définition de la vie, c'est-à-dire le sens. La caractérisation de l'être vivant n'est pas la même chose qu'une définition de la vie. De ce fait, en l'absence d'une définition de la vie, et en n'ayant qu'une caractérisation des êtres vivants à partir des êtres vivants que nous avons observés, il est très difficile de savoir, de manière universelle, ce que serait la vie ailleurs. En fait, tout ce qu'on fait, simplement, c'est qu'on étend ce que l'on connaît des caractères du vivant ici, au-delà, en imaginant que ce sont les mêmes et que la vie est une notion qui a du sens, bien qu'on n'en connaisse pas la définition. C'est quand même extraordinairement problématique du point de vue de la démarche intellectuelle qu'il y a derrière. Et donc, j'aimerais, pour conclure, mentionner un très très grand physicien qui est mort malheureusement il y a 4 ans, Freeman Dyson. Freeman Dyson est extrêmement connu parce qu'il a théorisé ce qu'on appelle les sphères de Dyson. C'est un objet théorique en physique qui est très connu. Ce sont des sphères théoriques qui permettent, qui sont artificielles, dont il imagine la construction artificielle, et qui permettraient de capturer en gros l'énergie des étoiles, et qui, pour des civilisations non humaines, permettraient de vivre sur des structures qui seraient des artefacts, et dont l'énergie proviendrait en fait de celle des étoiles qu'ils auraient capturées à l'aide de la sphère sur laquelle ils vivraient. Bon, je simplifie considérablement. Ce seraient des biosphères artificielles. Alors, quand on voit ça, on se dit Dyson doit être un très grand défenseur de la vie intelligente extraterrestre. Ben, pas du tout. Dyson, bien qu'il ait théorisé cet objet étonnant, cette biosphère artificielle, Dyson n'a cessé de dire à quel point l'idée selon laquelle il y aurait une intelligence extraterrestre corporelle est plus que douteuse. Et je vais finir par 2 citations. Première citation, Les Dérangeurs de l'univers, 79, très 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 bon livre du point de vue intellectuel, très stimulant, très original. Je considère comme totalement dénué d'intérêt toutes les tentatives visant à calculer la fréquence d'apparition de la vie et de l'intelligence dans l'univers. Notre ignorance des processus chimiques par lesquels la vie est apparue sur la Terre rend ces calculs vides de sens. Il se peut que la vie soit abondante dans l'univers, ou rare, ou n'existe nulle part ailleurs que sur notre planète. Cela dépend de données chimiques que nous ignorons. Alors vous allez me dire, oui, mais 79, on a fait des progrès, 79, pardon, on a fait des progrès depuis. 2007, plus récemment, La vie dans l'univers, ouvrage traduit chez Gallimard. L'origine de la vie est le plus profond mystère de toute la science. Il y a un fossé énorme entre la plus simple des cellules vivantes et les mélanges les plus complexes de substances chimiques non vivantes qui existent à l'état naturel. Nous ne savons absolument pas quand, ni comment, ni où ce fossé a été franchi. Nous savons seulement qu'il a été franchi d'une manière ou d'une autre sur la Terre ou sur Mars, ou à un autre endroit dont les ancêtres de la vie sur Terre auraient pu venir.
nous devons explorer au moins 3 des frontières de la science. Premièrement, la frontière chimique, en étudiant les chaînes de réaction chimiques, qui pourraient combler le fossé entre le vivant et le non-vivant. Deuxièmement, la frontière environnementale, en étudiant l'histoire des divers environnements sur Terre et ailleurs dans lesquels la vie aurait pu germer. Troisièmement, la frontière de l'organisation, en étudiant la structure intime des cellules vivantes et l'organisation des processus enchevêtrés qui leur confèrent l'intégrité et la durabilité. Et il conclut, tant que nous n'aurons pas compris comment la vie a commencé, nous n'aurons aucun moyen de calculer la probabilité ou l'improbabilité de l'existence d'une vie indigène ailleurs dans l'univers. Et c'est sur ces mots de prudence que je m'arrêterai. Merci beaucoup.